Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette émission Mine, Énergie, Business, un magazine d'actualité, un magazine qui est là pour analyser ce qui se passe dans notre pays. Vous savez, Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, que l'économie congolaise est portée par les mines, mais aussi par l'énergie. Voilà pourquoi nous avons eu le bonheur et le plaisir de recevoir un expert en mine, également un grand professeur à ISTA, dans le cours de la chimie. C'est M. Emmanuel Luenga. Il est aussi cadre de OCC. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Maxin. Tout le plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission Mine, Énergie et Business. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être on n'a pas eu à vous présenter suffisamment? Merci beaucoup. Je m'appelle monsieur Emmanuel Luenga Mwana. Mon nom représente tout un symbole. Je suis expert en management de la qualité et j'ai une formation de chimie industrielle et génie des procédés. J'enseigne à l'ISTA, le cours de chimie, où je suis aussi responsable du laboratoire de chimie de l'ISTA. Je suis également haut cadre à l'Office congolais de contrôle, où je suis membre de la cellule d'études, la cellule des experts d'études. Oui, merci à M. Emmanuel Luenga. La première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, parce qu'aujourd'hui on parle d'exploitation minière artisanale, mais est-ce que vous pouvez nous donner la définition vraiment exacte? Ok, merci beaucoup. L'exploitation minière artisanale, c'est une exploitation qui est faite par des nationaux, c'est-à-dire des gens qui ont toujours côtoyé les gisements miniers, de par la culture, de par leur histoire. Et lorsqu'ils font cette exploitation, ils ne les font pas de manière industrielle. Ils n'ont pas de grandes machines. Ce n'est pas fait par des entreprises. C'est la loi qui prévoit que les autochtones, les gens qui sont situés dans un gisement, ils ont le droit d'exploiter. C'est un droit ancestral. C'est par leur identité qu'ils ont ces droits-là d'exploiter un gisement. Mais est-ce qu'il y a des méthodes ou des techniques qui sont utilisées pour exploiter, pour faire cette exploitation minière artisanale? Oui. Ils vont passer par le processus d'industrialisation. Ils créent une entreprise pour exploiter un gisement. Ça demande des machines. Progressivement, ils vont commencer à acquérir des machines. Ils les feront avec les outils rudimentaires. Hein. Mais progressivement, pour leur développement, ils vont acquérir des machines. Ils vont chercher l'expertise pour savoir creuser, pour savoir consolider leurs tunnels, leurs puits de gisement. Donc tout ça, ça va demander progressivement de l'expertise. Mais ici au Congo, il y a la loi, c'est-à-dire le code minier, qui a quand même régi ces secteurs-là, en donnant des orientations, en donnant la manière dont cette exploitation artisanale peut se faire. Et si nous avons accepté votre invitation, c'était pour dire, est-ce que depuis qu'ils ont commencé ces exploitations-là, est-ce que ces exploitations artisanales se sont muées ou sont devenues des industries qu'on peut renforcer pour faire une production locale, hein, des produits miniers, des substances naturelles, précieuses ou non précieuses, mais que ça soit quand même une industrie qui apporte aussi son poids dans le développement de notre pays. Oui, monsieur le professeur, nous allons aborder ce sujet après. Je voudrais d'abord savoir, est-ce que par rapport à cette exploitation artisanale, est-ce qu'il y a des conséquences? Oui. Comme toute exploitation industrielle et surtout minière, si ce n'est pas cadré, si ce n'est pas formalisé, si ce n'est pas réglementé, il y aura toujours des conséquences. Il y a des conséquences dans plusieurs ordres. La première conséquence, c'est que vous exploitez un gisement dont vous ne connaissez pas la teneur de minerais. Hein? Les gens t'attendent, cuivre et zalaka, il y a du cuivre à tel endroit, ils vont aller exploiter, mais ils ne connaissent pas. Donc, comme ils ne connaissent pas la teneur du minerai, et quand ils vont vendre leurs produits, ils vont le vendre, comme on dit, au pifomètre. Hein? On va commencer à leur donner des prix assez très bas. Hein? Eux, comme ils cherchent l'argent, ils cherchent à survivre, ils vont le vendre. Mais s'ils connaissaient la teneur en minerai du gisement, ils les vendront pas au pifomètre. Ils vont le vendre chez la personne qui offre. Et s'ils connaissent aussi la valeur, c'est-à-dire la valeur marchande du minerai, ils vont le vendre au plus offrant.
C'est déjà la première conséquence. Il y a déjà une perte. Ils ne savent pas se retrouver dans leur commerce, puisqu'ils ne connaissent pas la teneur du minerai. Deuxième conséquence, le fait qu'ils exploitent sans être cadrés, il y aura dans cette exploitation-là l'utilisation des femmes enceintes, l'utilisation des enfants, donc avec des conséquences sur même l'éducation des enfants, sur même le cadre familial. Donc ça, c'est aussi des conséquences. Il y aura des conséquences notamment sur l'environnement. Ils vont exploiter sans mesure de prévention et avec des conséquences sur l'environnement. Vous verrez tout autour de ces gisements-là, il y a une dégradation de l'environnement terrible. Et si on ne gère pas, cette dégradation aura des contaminations sur la nappe phréatique, sur l'eau, aura des conséquences sur la biodiversité qui entoure cette exploitation. Donc, c'est pourquoi nous demandons à l'État d'aller vite, puisqu'il y a dans le code minier, on prévoit la création de certaines entreprises, de certaines structures de l'État qui permettront d'encadrer. On a dit, par exemple, pour les minéraux stratégiques comme le cobalt, il y a une structure, il y a un établissement qui a été créé pour canaliser la vente de cobalt par les artisanaux. Les artisanaux ne peuvent pas vendre le cobalt de n'importe quelle manière. Ils doivent le vendre à une structure. Peut-être le nom va revenir. Mais je crois à l'agence de régulation et de commerce des matières stratégiques. Ils vont le vendre à une structure. Et cette structure qui sera chargée de vendre le produit, surtout les matières stratégiques comme le cobalt, à l'extérieur. Bon, il le vendra à la Gécamine et la Gécamine se chargera de le vendre à l'extérieur. Il n'y a pas que cette structure. Il y a aussi une autre structure, je ne sais pas si elle est encore mise en place, qui va se charger de certifier toutes les exploitations artisanales. Donc, cette structure descendra, va vérifier si l'exploitation artisanale respecte certains principes. Notamment, est-ce qu'il y a dans l'exploitation, on n'utilise pas des enfants et des femmes enceintes? Est-ce que dans l'exploitation, les structures pour exploiter, si ils exploitent dans des puits souterrains, est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour construire ces puits? Est-ce que ce ne sera pas des puits qui seront construits pour aller causer des accidents? Et à la fin, la structure va certifier l'exploitation artisanale et ça leur donnera le droit d'aller vendre à la structure qui va acheter toutes les matières stratégiques et les vendre à la Gécamine. Oui, mais monsieur le professeur, parce que vous parlez des conséquences de cette exploitation minière, mais également l'utilisation des enfants dans les zones minières. Est-ce qu'il a des conséquences aujourd'hui lorsque vous utilisez les enfants dans ces zones minières? Est-ce qu'il a des conséquences aujourd'hui? Admettons que nous mettons à côté ces enfants-là. Est-ce que ces enfants-là ne seront pas récupérés par les groupes armés pour faire la guerre contre la ville du Congo? Il n'y a pas de la crainte sur ce point-là. Oui, vous avez tout à fait raison de dire que si on ne gère pas les exploitations artisanales, il y a risque, s'il y a par exemple un soulèvement de la population, s'il y a rébellion, que l'exploitation soit même à outrance. On utilisera les enfants, les femmes enceintes, on va exploiter en désordre, simplement avec intérêt d'avoir les minerais pour acheter des armes ou encore pour enrichir les seigneurs de guerre. Donc ça, ce sont des conséquences. C'est pourquoi nous aimerions que les choses se passent bien. Et quand nous disons que les choses se passent bien, ça dit qu'il faut mettre en place des normes. Il y a des normes pour gérer les exploitations, même des exploitations industrielles, que les exploitations artisanales. Et ces normes, c'est l'État, et pour nous, c'est l'État congolais qui doit mettre ça en place. Mais pour ça, parce que nous savons que cette exploitation minière est tenue par les étrangers, la plupart des entreprises sont tenues par des étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences aujourd'hui par rapport avec les exploitations artisanales? Oui, oui. Ici, je parle des exploitations industrielles. Tout à fait. J'ai dit, si nous ne mettons pas les normes, c'est-à-dire si nous n'encadrons pas, si nous ne mettons pas une régulation. Mais il y a le code minier déjà qui est en place. Mais les codes miniers embrassent, comme on dit, les grandes orientations. Les codes miniers n'entrent pas dans les détails. Par exemple, dans le code, il est dit qu'il faut une transparence. Dans l'exploitation minière, une transparence. Mais comment mettre en place la transparence? Ça va demander à ces codes qu'il y ait, à côté de ces codes miniers, qu'il y ait des arrêtés où on spécifie la transparence veut dire quoi. On le dit clairement. Comment on va mettre ça en œuvre? Quelle sera la structure qui va veiller à la surveillance de cette transparence? On parle de la traçabilité des substances minières.
des substances minérales. Mais aussi la mobilité, donc on Oui, fait oui. la mobilité. Oui, pour transporter les produits miniers, il faut respecter, comme on dit, des normes. On ne doit pas mettre, par exemple, dans un camion de 20 tonnes, vous allez mettre 30 tonnes. Non, il faudrait qu'il y ait une structure qui vérifie que les camions, pour utiliser dans le transport, doivent avoir tel tonnage. Et on suit ces tonnages-là pour qu'ils ne disparaissent pas au cours d'un déplacement d'un point A vers un point B. Alors c'est ça la traçabilité. Comment assurer la traçabilité des produits? Comment savoir que tel produit vient de tel coin qui n'obéit pas à la norme? Donc il faut mettre en place des structures, mettre en place des mécanismes. Et ça, nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Hein? À côté de la transparence, à côté de la traçabilité, on a arrêté papa encore alors que nous avons le code minier. À quoi nous sommes en retard? Il faut... Parce que déjà, nous savons aujourd'hui le budget a augmenté grâce à l'exploitation minière. Tout à fait, puisque les mesures, peut-être ces mesures qui ont fait augmenter le budget, ce sont des mesures qui touchent à l'économie, qui touchent aux finances. Moi, je parle d'autres aspects. Si on mettrait en place ces aspects-là, le budget aussi augmenterait. Imaginez par exemple, les artisanaux sont en train d'exploiter un gisement dont ils ne connaissent même pas la teneur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un organisme qui est venu certifier la quantité des minerais qui se trouvent dans ces gisements. Ils vont exploiter un gisement, ils vont vendre chez un négociant, il leur dit, bon, j'ai vu, c'est 4%. Pendant qu'il sait que ce n'est pas 4%. Il sait que c'est 8%. Même au-delà, on peut même dire. S'il nous dit, on lui amène un tas de terre, on lui dit des pierres, on dit c'est du cuivre. Et lui, le négociant, il sait très bien que ce n'est pas le cuivre. Ces minéraux-là, à la place d'exploiter les cuivres, mais si on exploitait, par exemple, un autre métal qui est dans ces minéraux-là, si on l'appelait cuivre, ou on peut l'appeler un autre métal qui se trouve dans ces minéraux-là, si on le changeait simplement de nom, c'est-à-dire en utilisant, par exemple, il y a le cuivre et le zinc. Je prends un exemple. Hein. Le cuivre et le zinc qui sont dans un minerai. Vous allez chez les négociants. Quand vous ne connaissez pas, lui vous dit que c'est du cuivre. Pendant que lui sait très bien qu'il y a le zinc à l'intérieur, ou il y a par exemple le platine, il y a par exemple le cobalt. Mais lui, il ne vous dit pas. Lui, il achète. Mais quand lui va aller revendre, il le vend comme cobalt. Donc, si nous ne mettons pas une structure qui permettrait aux artisanaux, avant de vendre, d'aller faire certifier la substance minérale qui se trouve à l'intérieur, de certifier la teneur, à ces moments-là, s'ils connaissent la substance qui est dans le minerai, s'ils connaissent la teneur, ils vont le vendre à bon prix. Et ils vont même le vendre au plus offrant. Donc là, nous demandons qu'il y ait en place des structures qui certifient. Bien sûr, on a la structure qui certifie les minerais. Mais nous aimerions que cette structure ne reste pas dans des coins isolés, que cette structure soit implantée partout. Hein? Donc vous entendez insinuer que l'État congolais est dribblé par les grands exploitants de ces secteurs? Oui. On dit, bon, à bon menteur, c'est lui qui vient de loin. Si tu ne connais pas, je vais te faire avaler tout ce que tu veux. Nous, ce que nous demandons, il est grand temps, maintenant que les choses commencent à s'éclaircir du point de vue de la vision managériale du pays, hein, on sait qu'on a une gouvernance qui est quand même regardant, qui dit le peuple d'abord. Donc, pour dire le peuple d'abord, entre les industriels et les artisanaux, le choix est clair. Le peuple d'abord, il faut encadrer les artisanaux, les encadrer, qu'il y ait une structure qui permette de les encadrer. S'ils n'ont pas la formation nécessaire, on les forme, puisqu'ils font le business. D'ailleurs, votre émission est intitulée Business. Oui, alors, les gens vont faire le business sans comprendre les rouages du business. Non. Il faut qu'il y ait une structure qui les encadre, qui les accompagne, qui les soutienne, qui même les finance. Ce sont des industries qu'il faut financer pour qu'ils soient compétitifs. Demain, ils étaient artisanaux. Demain, ils deviendront des grandes industries. Et c'est ça que nous voulons. Si vous prenez notre production minière, vous allez voir. Je vous laisse aller, mesdames, mademoiselles, messieurs, que cette émission a un caractère pédagogique. Voilà pourquoi nous laissons beaucoup plus de temps au professeur d'expliquer tout ce qu'il connaît par rapport à cette zone d'exploitation minière. Voilà qu'on laisse l'État. Oui. Je disais, si aujourd'hui, nous prenons par exemple les industries, les artisanaux,
nous les encadrons, nous les regroupons, nous leur donnons la formation nécessaire pour qu'ils comprennent qu'ils sont en train de faire le business. Nous mettons aussi à côté, dans des grandes zones d'exploitation minière, par exemple dans le Lualaba, nous mettons des grandes écoles orientées vers le mine, et des grandes écoles avec des spécialités vers le cobalt, vers le cuivre, pour bien connaître ces matières premières, comment on les exploite, comment on fait les analyses, comment on fait la vente. À ces moments-là, les artisanaux vont embaucher la main-d'œuvre locale compétente, et ça leur permettrait, demain, quand ils vont vendre, qu'ils vendent en tenant compte des règles du jeu. Pour l'instant, on est dupé. Hein? Il y a 7 industries, 7 entreprises, des multinationaux, 7, qui détiennent 80% de notre exploitation minière. Alors, il n'y a pas de Congolais là-bas, peut-être mais les Congolais, les étrangers, alors que les Congolais sont là. Les statistiques sont là, les chiffres sont là, qui disent, je peux même les citer, on les connaît. D'ailleurs, lorsqu'on avait changé le code minier, ces gens-là ne se sont pas laissés faire. Ils se sont déplacés, leurs DG qui sont ailleurs, sont venus ici au Congo pour parler avec le président Kabila à l'époque. Hein? On nous apprenait que c'est ça qui a fait occasionner le départ de Joseph Kabila. Non. Au moins, on a parlé pour le Congo. On a défendu les intérêts du Congolais. Mais ces intérêts-là ne restent pas sur le code minier. Le code a des répercussions. Maintenant, l'application du code minier, les ministres dans tous les secteurs doivent prendre des arrêtés. Aujourd'hui, on a une loi sur la sous-traitance. Mais cette sous-traitance, c'est pourquoi? C'est pour les industries minières. Il faudrait qu'il y ait une structure qui veille à ce que la sous-traitance soit respectée, que ce ne soit pas des sous-traitants. On a d'abord l'entreprise, l'industrie, la multinationale qui est étrangère. Et si la sous-traitance est encore étrangère, quand est-ce que les Congolais vont devenir des millionnaires? Donc nous, on a besoin qu'il y ait des structures qui suivent tout ça, qu'on mette en place des lois, des mécanismes, qu'on mette en place une régulation du secteur. Mais nous avons aussi le cadastre minier qui devait aussi jouer un rôle par rapport à ça, mais aussi la chambre des mines. Oui, imaginez que le cadastre minier, pour faire ses plans, pour suivre le respect de ces plans-là, ça demande quoi? Ça demande des équipements, ça demande la formation des techniciens. Alors, si ces gens-là, nous ne mettons pas les moyens de ces côtés-là, mais comment le cadastre va faire très bien son travail? Il y aura toujours des lacunes. C'est pourquoi je parle plus des normes. Les normes, c'est quoi? Les normes, c'est ce qui est accepté par tout le monde. Les références. Ces multinationales qui viennent exploiter chez nous, hein, ces entreprises, chez eux là, ou ailleurs, ils respectent un certain nombre de normes, c'est-à-dire des lois, c'est-à-dire des règlements techniques qui réglementent, qui régulent les secteurs miniers. Donc, ça veut dire que vous voulez dire, au-delà du code minier, il faut un cadre de concertation entre ceux qui exploitent, n'est-ce pas, de manière peut-être beaucoup plus brutale, agressive, nos zones minières, peut-être ça vous voulez dire. Tout à fait, je le dis et je martèle pourquoi. Aujourd'hui, nous parlons d'un secteur, les mines. Mais vous avez suivi à la télé, le président va maintenant lancer l'exploitation du pétrole, c'est l'énergie. Il ne faudrait pas, les blocs pétroliers, quand on va commencer à les exploiter, qu'on soit encore dupé comme on a été avec les mines. Sinon, le Congo n'aura rien. Il faudrait déjà mettre en place les mécanismes. Partir de l'expérience qu'on a eue dans les mines, hein, analyser cette expérience, le point fort, les points faibles, pour qu'on prépare l'exploitation des produits pétroliers, des blocs pétroliers. Hein? Si avant, on n'avait pas investi dans les écoles des mines, maintenant, on a le temps d'investir dans les écoles du pétrole. Par exemple, on crée des grandes écoles où on montre aux étudiants comment exploiter le pétrole, comment le transformer, comment le transporter, comment les acheminer dans des endroits, tout ça, ça demande quoi? Ça demande que le gouvernement mette de l'argent. Mais déjà, lorsque les États-Unis avaient interdit, n'est-ce pas, à notre gouvernement d'exploiter pour ce qui concerne le bloc pétrolier, vous avez suivi? Non, l'interdiction est faite en tenant compte de votre niveau de maîtrise du domaine. Alors que nous sommes un État souverain, comment oui, je veux bien. Eux n'ont pas vraiment dit nous interdisons. Ils ont dit nous vous conseillerons de faire attention. À l'état actuel, ce n'est pas bien. C'est quoi l'état actuel? C'est-à-dire notre niveau de maîtrise de ces domaines. Imaginez que si on avait, partout on a trouvé qu'il y a des blocs pétroliers.
on crée des écoles de formation orientées pétrole. Hein? On crée des écoles de formation d'ingénieurs, c'est-à-dire les gens qui vont travailler dans les industries pétrolières, les gens des écoles de chimie, où on met des moyens. À la place de... Oui, c'est bien aujourd'hui d'envoyer les étudiants avec les bourses que nous voyons, c'est que la présidente fait. Mais moi, j'aimerais que ces bourses-là soient orientées vers nos besoins. Qu'on dise, voilà, vous irez étudier à l'étranger, mais comme là, nous nous lançons vers les pétroles, faites un effort. Il faut dire à ces jeunes étudiants-là, on ne les oblige pas. On leur dit non, dans la projection de la RDC, faites plus les études, orientées dans tel domaine. Comme ça, vous serez déjà les premiers experts qui vont aider le pays à comprendre ces domaines-là. Les produits pétroliers, c'est vague. L'exploitation du pétrole, c'est vague. C'est des industries bien compartimentées, avec des expertises bien déterminées. Si nous ne faisons pas attention, la même façon que nous nous sommes dupés, nous nous sommes fait duper dans l'exploitation minière, ça va arriver dans l'exploitation. Mais alors, professeur, comment nous devons normaliser, parce que vous parlez de normes et tout ça, sur les blocs pétroliers, comment nous allons faire, nous devons nous en sortir? C'est de la technologie. Exploiter une matière, le transformer, c'est de la technologie. Ça demande que les gens maîtrisent ces domaines-là. Ça demande qu'on ait des équipements de pointe. Ça demande qu'on ait la maîtrise de conduire certains engins spéciaux. Si nous ne nous mettons pas à former ces gens-là, il faudrait qu'on sente vraiment qu'on veut exploiter les blocs pétroliers. On sent que le gouvernement a mis de l'argent. À l'INPP, il y a des formations, des gens qui vont savoir comment mettre les pipelines. Si une pipeline, c'est trou, comment on soude. On fait des formations de soudure. On fait des formations, on dit demain, il y aura de l'emploi. Il ne faudrait pas que quand on va vendre les blocs pétroliers, les industries qui viendront, ils vont nous dire, vous n'avez pas de main-d'œuvre locale compétente, nous allons importer. Donc, la République démocratique, on n'est pas encore prête pour quand même permettre des... Non, nous sommes prêts maintenant. Par rapport à tout ce que vous avez développé. Non, j'insiste, nous sommes prêts. C'est notre décision. Mais une décision doit s'accompagner d'un plan d'action. Et un plan d'action a des étapes. En attendant qu'il y ait des gens qui vont venir souscrire pour les blocs pétroliers, nous créons déjà les instituts. On commence au niveau des secondaires. Quand les étudiants choisissent les filières, ceux qui vont aller en scientifique, on dit, bon, d'ici 10 ans, nous allons axer la formation de nos jeunes vers les produits pétroliers. Ceux qui font la section commerciale, ils vont étudier comment on vend les produits pétroliers, comment on négocie la vente, comment on arrive à les vendre. Ceux qui font la section biochimie, les cours seront beaucoup plus orientés vers les pétroles, vers la transformation chimique du pétrole, vers les produits pétroliers. Ceux qui font la mécanique, les cours seront orientés vers comment gérer les cuves où on met les pétroles, les pompes pour les dimensionner. À ces moments-là, on prépare déjà une main-d'œuvre. On sait que d'ici 10 ans, dès que tel besoin arrive, on a déjà la main-d'œuvre compétente. La même chose au niveau de loi. Les députés doivent savoir que d'ici 5 ans, il y aura des lois sur des produits pétroliers. Est-ce que sommes-nous outillés pour comprendre ces choses-là? Non. Nous créons au niveau de l'Assemblée nationale une petite école spécialisée pour apprendre aux députés les lois sur les produits pétroliers. La terminologie, puisqu'on aura des termes pétrochimie. Ça signifie quoi? Les oléoducs, ça signifie quoi? Il faudrait qu'il y ait des gens qui apprennent à ceux qui vont faire des lois. On leur apprend. Comme ça, quand ils feront des lois, ça sera des lois qui sont adaptées. Sur le produit minier, des fois, je rigole. J'ai dit à quelqu'un, oui, le Congo a les diamants. Les diamants se trouvent où au Congo? Dans les Kasaï. Bon, les Kasaï est grand, Il y a combien de territoires? Il y a à peu près 5 territoires dans, prenons Kasaï central. Les diamants, ça se trouve dans quel territoire? L'enfant est perdu. Pourquoi? Puisque dans notre formation, on n'a pas orienté la formation pour apprendre ça aux enfants. Aujourd'hui, les blocs pétroliers, peut-être c'est lui de Kingakati qui a fait des problèmes, mais si j'ai demandé, chacun de nous se posait la question, ça se trouve où ces blocs pétroliers? Oh, ça se trouve à Mwanda. Mwanda est grand. Mwanda, à quel endroit exactement? Personne ne sait. Pourquoi? Puisqu'on ne nous informe pas. Il faudrait qu'il y ait ce genre d'émissions où on prépare les gens. On dit demain, nous avons fait les mines,
il y a l'énergie qui viendrait avec des produits pétroliers, et il y a aussi le business. C'est ça l'intitulé de votre émission. Le monde des affaires aussi, voilà. Parce que lorsqu'on exploite tout ça de manière artisanale, voilà. mais de manière industrielle, on a une vision. Voilà. On vise les affaires, on vise l'argent, on voilà. vise l'économie. Mais parce que et non, plus loin. Il faut entrer dans des bourses. Qui en parle ici? Dans quel institut on prépare les gens à connaître les rouages des bourses? Puisque ces pétroles-là, on ne va pas les vendre dans la rue. On ne va pas dire nous vendons les pétroles. Non, il faut aller en bourse. Est-ce qu'il y a une école qui prépare les jeunes Congolais à comprendre le rouage des bourses? Non. C'est ça ce que je dis. Nous sommes prêts à exploiter notre pétrole. Nous sommes prêts à continuer l'exploitation de nos mines. Mais donnons-nous tous les moyens, tous les atouts nécessaires. Sinon, j'ai dit, nous serons encore... Je voulais rappeler que vous êtes cadre à OCC. Et c'est dans ce titre-là que je vous pose la question de savoir, quel devait être l'apport de OCC, l'intervention de OCC, par rapport à cette exploitation minière, artisanale ou industrielle? Bon, je parle en tant que cadre de l'OCC. L'OCC, c'est un organisme d'évaluation de la conformité. C'est-à-dire évaluer que quelque chose est fait de manière à respecter les différentes exigences des normes. À l'OCC, nous, on est très avancés. Si je parle de normes, c'est puisqu'à l'OCC, nous connaissons c'est quoi une norme. On dit, bon, pour mettre en place une norme, pour le mettre en œuvre, il y a quoi? Il y a des exigences. Des fois, ces exigences demandent que vous ayez une formation. Ces exigences demandent que vous ayez une qualification. Moi, c'est ce que je demande. Demain, nous allons exploiter les produits pétroliers. On a été floué avec les produits miniers. Par exemple, nous, à l'OCC, on a eu un problème quand Tenke Fungurume débutait à l'époque. Les laboratoires de Tenke Fungurume étaient très sophistiqués. Alors, nous qui allons contrôler ces labos, allons-nous laisser nos équipements à un niveau inférieur? Non. Il fallait quoi? Investir, mettre des moyens, former des gens pour être au même niveau que le laboratoire que nous contrôlons. Si eux, ils analysent leurs produits, ils trouvent la teneur du cuivre à tel pourcentage. Quand ils viennent chez nous, il faudrait qu'ils retrouvent aussi cette compétence-là. Je ne vous dis pas les nombres de formations, les nombres d'heures de lecture privées, même dans des cours que nos agents ont pu assister. Tout ça pour mettre notre laboratoire au même pied que le laboratoire des Tenke Fungurume. Donc vous êtes outillé, OCC est outillé par rapport à ça. Oui, l'OCC est outillé, mais nous demandons que c'est le problème de l'État. L'État a donné à l'OCC une mission, il faudrait que l'État assure que cette mission est bien faite. C'est-à-dire quoi? Que l'État se dise, un laboratoire, un très bon laboratoire de haut niveau, coûte minimum 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Alors l'OCC... Mais c'est par rapport à la République du Congo. Non, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Il faudrait qu'on ne laisse pas simplement l'OCC à trouver cet argent-là pour construire un labo. Mais il faudrait que l'État donne aussi des subventions à l'OCC pour que le même labo soit, pas simplement à Lualaba, mais à Lubumbashi, à Goma, à Mbujimayi, à Kananga, dans le Bas-Congo. Vous voyez, cet investissement-là, ce n'est pas l'OCC, c'est l'État congolais qui doit dire, je décide que pour les produits pétroliers, par exemple pour les produits pétroliers, nous avons un grand laboratoire à Mwanda. Professeur, je crois que nous allons bientôt chuter parce que peut-être très prochainement, voilà, vous serez beaucoup plus invités parce que, comme je disais, que cette émission a un caractère beaucoup plus pédagogique. Voilà pourquoi nous avons laissé beaucoup de temps aux professeurs d'expliquer les normes par rapport à l'exploitation minière. La dernière question, est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui par rapport à cette exploitation artisanale? Je l'ai dit tantôt, les risques sont de plusieurs ordres. Mais le premier risque, ça dit quoi? Les exploitants qui font l'exploitation artisanale, comme on dit, ils ne deviendront jamais riches s'il y a une réglementation qui les protège et qui les met dans de bonnes conditions. Ces bonnes conditions-là, tu vois, quand on dit les bonnes conditions, c'est quoi ces bonnes conditions? Il faudrait qu'il y ait une loi qui réglemente l'activité. Il faudrait qu'on sache qui on privilège pour faire ces activités-là. Demain, ça sera un Sénégalais. Non, parce que les gens pensaient que l'école minier, c'était une solution définitive. Non. Mais l'impression qui se dégage aujourd'hui, non, c'est pas l'impression. Non, l'école le dit. N'a pas résolu tout. L'école le dit. Cette disposition fera l'objet d'autres dispositions d'application. L'école le dit. Maintenant, il faut mettre ça en place.
Mais pour mettre ça en place, il faut des experts, des gens qui connaissent les domaines. Vous n'allez pas laisser à un mécanicien de parler de la chimie. Même s'il est un très bon mécanicien, il dira non. Maintenant, il faudrait quoi? Il faudrait qu'au niveau du gouvernement, je parle du gouvernement, ça dit, le gouvernement avec le Premier ministre et le gouvernement avec la présidence de la République. Il faudrait qu'à ces niveaux-là, qu'on se dise, est-ce que dans ces domaines-là, depuis qu'on a promulgué le code minier, est-ce que toutes les dispositions ont été mises en place? Ont été respectées. Respectées. C'est ça, c'est que j'ai dit les normes. Une norme, vous avez la norme et vous avez les mesures d'application de la norme. Il ne suffit pas simplement d'avoir le code minier, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes d'application. Comment nous allons l'appliquer dans ces cas-là? Ça demande quoi? Comment nous devons encourager que les Congolais qui sont dans ces domaines-là deviennent riches? Tout ça, c'est quoi? Ce sont des dispositions qu'on doit mettre en place, hein, qui n'existaient pas. Je ne dis pas qu'on l'a été avec les mines. Je n'aimerais pas qu'avec le produit pétrolier, qu'on retombe encore dans le même cas. Et c'est encore plus grave quand on regarde du côté des produits forestiers. Mais maintenant, vous serez invité très prochainement, encore une fois, pour développer toutes ces matières-là. Parce que étant donné que vous êtes professeur à l'université, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Peut-être très prochainement, vous serez invité encore une fois, je disais. Merci à la partie technique. Et nous disons merci et au DT des programmes, DT des informations. Et à la prochaine. Merci beaucoup.